Regarder un match de foot est déjà assez exaltant en soi. Mais ce qu'il est encore plus, c'est d'assister à un match où les choses se passent bizarrement. Lors d'un match entre l'Autriche et le Danemark, un trou mystérieux a surgi de nulle part sur la pelouse et a retardé le match. Les joueurs étaient furieux, mais aussi déconcertés par cet étrange trou. C'est un joueur danois qui a attiré l'attention de tout le monde lorsque sa jambe s'est retrouvée coincée. Le trou était suffisamment profond pour engloutir sa cheville. Heureusement, il l'a trouvé avant le coup d'envoi. Si ça avait été pendant le match, il aurait pu se blesser gravement et compromettre sa carrière. Il a simplement montré à tout le monde à quel point le trou était profond. Ensuite, le match a été retardé de 90 minutes supplémentaires en raison d'une panne d'électricité. Les supporters ne savaient plus quoi penser. Certains étaient frustrés que l'équipe qu'ils étaient venus soutenir ne puisse pas jouer, tandis que d'autres trouvaient toute la situation amusante. Lors d'un match entre la Colombie et le Brésil à la Coupe du Monde 2014 au Brésil, un criquet géant a décidé de se poser sur le bras de James Rodriguez juste après qu'il ait marqué un penalty. Le joueur ne l'a pas remarqué tout de suite. Le criquet devait être un fan de foot et voulait sans doute féliciter le joueur à sa manière. Ce n'est d'ailleurs pas le premier animal à être apparu au beau milieu d'un match de foot. Un autre incident s'est produit au Brésil alors que deux clubs locaux s'affrontaient. Tandis que le match battait son plein, un chien a décidé qu'il voulait participer à l'action. Il est entré sur le terrain et s'est emparé furieusement du ballon pour en faire son jouet à mâcher. Les joueurs étaient à la fois stupéfaits et amusés par ce chien qui perturbait le cours du jeu. Finalement, les officiels sont intervenus et ont mis fin au plaisir de l'animal. En 2006, lors d'un match de Ligue des Champions entre Villarreal et Arsenal, un petit écureuil gris a traversé le terrain en zigzagant près de l'attaquant. C'était aussi probablement un grand fan de foot. Tu as déjà entendu parler d'un groupe de renards envahissant un terrain ? À Dance Park, une bande de renards a décidé de creuser des trous autour du terrain, probablement à la recherche de lapins. Diego Maradona est l'un des meilleurs joueurs de foot de l'histoire. L'Argentin était rapide, énergique et épatait les spectateurs du monde entier par sa fougue sur le terrain. Mais lors d'un quart de finale entre l'Argentine et l'Angleterre pendant la Coupe du Monde 1986, il est allé un peu trop loin lorsqu'il a tendu le poing en l'air pour frapper le ballon et l'envoyer dans les filets de l'équipe adverse. À la grande fureur des supporters, le but a été validé. Les arbitres n'avaient pas une vision claire du but alors qu'ils auraient dû garder les yeux sur le ballon. Les Argentins menaient déjà d'un but et le match s'est finalement terminé sur le score de 2-1 en leur faveur. Ils ont même fini par remporter cette Coupe du Monde, ce qui a conforté Maradona comme le plus grand joueur de tous les temps. L'une des soirées les plus mémorables de l'histoire du ballon rond a été celle qui a opposé le Brésil à l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 2014. Les deux équipes sont des géants du football, toutes deux composées de joueurs vedettes prêts à rendre leur pays fier. Les deux équipes ont pleuré, mais pour des raisons différentes. Le Brésil a encaissé pas moins de 7 buts sur son propre terrain. Les supporters brésiliens étaient abasourdis par ce moment historique. L'Allemagne a fini par remporter le trophée en battant l'Argentine en finale. La finale de la Ligue des Champions 2018 entre le Real Madrid et Liverpool était l'un des matchs les plus attendus de l'année. Et Liverpool visait plus que jamais le titre. Le gardien Loris Karius était en pleine forme, mais ce soir-là, apparemment, ce n'était pas son soir. L'équipe et les fans du monde entier ont été choqués lorsqu'il a commis non pas une, mais 2 erreurs fatales. La première a été commise lorsqu'il a accidentellement donné le ballon à l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, très près du but. Karius avait récupéré le ballon, mais n'a pas vu l'attaquant à proximité. Il a mal calculé sa passe et a concédé un but gratuit. La deuxième erreur est survenue lorsque Gareth Bale a décoché une frappe enroulée que Karius aurait pu facilement capter. Mais au lieu de cela, il a essayé de dévier le ballon qui a glissé de sa main au fond des filets. Madrid a fini par remporter le trophée et la carrière de Karius n'était plus la même. Heureusement, Liverpool a fini par remporter la Ligue des Champions quelques années plus tard contre Tottenham. Un autre fiasco s'est produit lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2014 que peu de gens ont vu. Il s'agissait d'une rencontre entre les États-Unis et le Costa Rica, qui s'est déroulée dans les pires conditions. Il neigeait à gros flocons et les joueurs étaient furieux. L'équipe du Costa Rica a même déposé un recours suggérant que le match n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais il a finalement été rejeté. L'équipe américaine a remporté le match sur le score de 1-0. Une autre scène étrange s'est produite lorsqu'un gardien de but a décidé de consulter son téléphone pendant un match. Il jouait pour l'Atlético Paranaense de la Ligue brésilienne. Personne n'a su ce qu'il faisait sur son téléphone, mais il a réussi à le manipuler en gardant ses gants. Le 21 juin 1982, le match entre la France et le Koweït a été mouvementé. Alors que les Français perdaient 3-1, le Koweït a encaissé un nouveau but.
Rien d'extraordinaire, si ce n'est que le dirigeant du Koweït de l'époque a décidé de descendre sur le terrain et d'affronter l'arbitre lui-même au beau milieu du match. Il ne pouvait pas accepter le but et a demandé à l'équipe de quitter le terrain. L'arbitre a été forcé de refuser le but et le match s'est poursuivi. L'équipe a tout de même fini par encaisser un autre but en fin de match. Arsenal a compté de nombreuses légendes dans son effectif au fil des décennies. Mais le but de Niklas Bendtner, marqué en 1,8 secondes, n'a pas son pareil. Ce but est considéré comme le plus rapide jamais marqué par un remplaçant en Première Ligue. L'attaquant danois est entré en cours de jeu et a repris de la tête un corner tiré par Cesc Fabregas contre son grand rival Tottenham Hotspur. Baisser la tête pour consulter son téléphone ou aller aux toilettes quand un but est marqué est toujours frustrant. Mais quand un joueur réalise un triplé en 70 secondes, c'est encore plus frustrant. C'est ce qu'a fait Alex Thor lors d'un match entre Rawson Springs et Wynn Gardens. L'équipe a remporté le match 7-1 grâce à ses buts marqués entre la 11e et la 13e minute. L'un des incidents les plus étranges est celui d'un arbitre qui a donné un carton rouge à un joueur alors qu'il était sur le point d'être remplacé. Le joueur, Samuel Incoum, avait reçu un carton jaune pendant le match. Les règles du football indiquent que tout joueur qui enlève son maillot pendant le match reçoit un carton jaune, quoi qu'il arrive. Il a vu son numéro sur le panneau des remplaçants et, en marchant vers le banc, il a enlevé son maillot alors qu'il savait qu'il avait déjà un carton jaune. Mais il a dû se dire « Je quitte le terrain, qu'est-ce qui pourrait se passer ?» Un moment embarrassant s'est produit lorsque l'arbitre a couru vers lui et lui a montré son deuxième carton jaune, qui s'est transformé en carton rouge, signifiant l'expulsion. Le joueur qui attendait de le remplacer n'a pas pu rentrer et l'équipe s'est retrouvée avec un homme en moins. Le rêve de beaucoup d'enfants est de jouer pour les plus grands clubs du monde. Certains joueurs ont décidé de réaliser ce rêve un peu plus tard que la moyenne. De nombreuses enquêtes ont été menées pour découvrir que certains joueurs avaient menti sur leur âge. Par exemple, Gourey Mouki a prétendu avoir 12 ans de moins que son âge. Il avait 28 ans alors qu'il a dit à son club qu'il n'en avait que 16. Un pénalty est toujours éprouvant pour le gardien et pour le tireur. Lionel Messi, la superstar argentine, a obtenu un pénalty contre le Celta Vigo le 14 février 2016. Personne ne s'attendait à ce qu'il a fait ensuite. Au lieu de tirer normalement, il a couru jusqu'au point de pénalty et a passé le ballon à l'attaquant Luis Suarez dans une tentative insolente de confondre le gardien de but et d'exciter la foule. Ce n'était pas le geste le plus impressionnant de Messi, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du sport. Mais ce pénalty restera tout de même dans les annales pendant longtemps. Si tu veux appeler un ami américain en espérant qu'il ne te réponde pas, essaie de le faire le soir du Super Bowl. Plus de 100 millions de personnes assistent à la finale du sport préféré des Américains, qui est le programme télévisé le plus regardé de l'année. Bien qu'on y joue avec les mains, le football américain est appelé ainsi car il s'est développé à partir de deux sports, le rugby et le football, connus sous le nom de soccer en Amérique du Nord. De plus, avant certains changements majeurs dans les règles, on utilisait les mains et les pieds pour jouer. Un match de championnat de la NFL de 1958 a été le premier et jusqu'à présent le seul à se terminer en prolongation. Ce soir-là, les Colts de Baltimore jouaient contre les Giants de New York. Le stade était plein avec 68 000 spectateurs et des centaines de milliers de personnes le regardaient sur NBC. À un moment donné, la foule est devenue tellement déchaînée que le câble de NBC responsable de la diffusion s'est débranché. Le match était sur le point de se terminer, alors ils ont dû faire quelque chose immédiatement. Plus tôt, cette année-là, le New York Times avait demandé aux producteurs s'ils avaient un plan B pour un tel scénario. Il a répondu en riant qu'il devrait probablement envoyer quelqu'un sur le terrain pour regarder le match. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé leur directeur commercial courir sur le terrain après un temps mort. Des agents l'ont poursuivi pendant un moment, et tout le monde a pensé que c'était juste un striker. C'est ainsi que NBC a sauvé l'émission en ne manquant que la première séquence de jeu après le temps mort. Il est difficile d'imaginer un match de football sans huddle. Il s'agit de ces moments où les joueurs se rassemblent tous en cercle serré pour discuter de la stratégie, se motiver les uns les autres ou célébrer un touchdown. Mais ces huddles ne sont devenus populaires que dans les années 1890, grâce à Paul Hubbard, un quarterback malentendant de Gallaudet. Il ne voulait pas que ses autres coéquipiers lisent ses signaux manuels, alors il a rassemblé ses coéquipiers en un cercle fermé pour protéger leurs secrets. Le match de 1982 entre les Cardinals de Stanford et les Golden Bears de Californie est entré dans l'histoire à cause d'une séquence appelée The Play qui s'est déroulée dans les toutes dernières secondes. L'équipe de Stanford menait 20-19 et il ne restait que 4 secondes. On pourrait penser que ce n'est rien, mais ce temps a suffi aux Golden Bears pour renverser la situation. Ils ont fait 5 passes en arrière et boum! Touchdown final. Et ils ont gagné 25-20.
Contrairement aux ballons professionnels, les ballons utilisés lors des matchs universitaires ont des bandes blanches peintes à l'une des extrémités pour faciliter le repérage du ballon lors des matchs de nuit. Wilson, une célèbre entreprise d'équipements sportifs, est le fournisseur exclusif des ballons pour les matchs de la NFL depuis 1941. Ils produisent aujourd'hui 4000 ballons par jour. Le premier match de football américain de l'histoire a été joué entre les collèges de Rutgers et de Princeton. Il était populaire parmi les étudiants, mais est rapidement devenu un sport assez rude. À un moment donné, il a même été interdit de jouer dans les espaces publics. Walter Camp, un célèbre joueur de rugby, est devenu le capitaine de l'équipe de football américain de Yale et a sauvé la situation. Il a changé les règles du jeu et en a fait le sport que nous connaissons aujourd'hui. La ligne de 20 yards jusqu'à la zone d'en-but est connue sous le nom de zone rouge. Le rouge a été choisi car c'est une couleur d'avertissement pour la défense. Lorsque l'attaque atteint cette zone, elle est dans la meilleure position pour marquer. Le football gridiron est un autre nom pour ce jeu. Pas d'histoire insolite ici. La seule raison est que le terrain de jeu ressemble à un grill utilisé en cuisine. Il semblait presque impossible que deux frères entraînent des équipes NFL qui s'affrontent en finale du Super Bowl. Mais c'est arrivé en 2013. Gene Harbaugh et John Harbaugh ont respectivement entraîné les San Francisco 49ers et les Baltimore Ravens, qui se sont affrontés lors du grand match. Leurs parents ont regardé le match dans le Superdome de la Nouvelle-Orléans. John, le frère aîné, a gagné. Ils ont brièvement échangé des félicitations après le match, mais ne se sont pas parlé pendant des semaines. Tous deux ont admis que le match avait été très dur sur le plan émotionnel. Il y avait auparavant la Ligue nationale de football et la Ligue américaine de football, chacune ayant son propre champion jusqu'à ce qu'elles fusionnent en 1970. Ils ont dû décider de la nouvelle structure et n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et devine comment ils ont finalement résolu le problème? Eh bien, ils en ont simplement déposé 5 dans un vase et en ont sorti une au hasard. Le membre des Kansas City Chiefs, Lamar Hunt, a trouvé le nom Super Bowl en s'inspirant d'un jouet qui ne coûtait que 98 cents. Sa femme l'avait trouvé dans un magasin de jouets à Dallas, au Texas, et lui a dit que la petite balle pouvait rebondir au-dessus d'une petite maison. L'idée n'a pas plu à tout le monde, et il y a même eu des concours pour trouver un autre nom. Mais celui-ci est resté. Le premier Super Bowl a eu lieu le 15 janvier 1967. Les billets ne coûtaient que 12 $, comparé aux 100 000 $ qu'il faut débourser pour une place VIP aujourd'hui. Pourtant, il y avait encore beaucoup de sièges vides au Los Angeles Memorial Coliseum où il a eu lieu. Ils ont choisi l'emplacement seulement 6 semaines avant le coup d'envoi. Aujourd'hui, il est connu 3 ans avant le match réel. Depuis le 5e Super Bowl, on utilise des chiffres romains pour identifier les matchs. Cela permet d'éviter une certaine confusion. Par exemple, le Super Bowl 2023 aura lieu au début de cette année-là, mais la majorité de la saison aura été jouée en 2022. La seule exception a été le Super Bowl 50. La NFL pensait que le fait de le nommer Super Bowl L aurait pu faire baisser les ventes de billets. La NFL ne paye jamais aucune de ces superstars qui se produisent lors des spectacles de la mi-temps. S'y produire à 7 heures de grande écoute rapporte beaucoup plus d'argent aux artistes sur le long terme, car leurs ventes de disques montent toujours en flèche après le match. Ils reçoivent cependant de l'argent pour couvrir des dépenses qu'ils doivent engager pour préparer le spectacle. Cela peut représenter plus de 10 millions de $, donc ce n'est pas un si mauvais calcul après tout. Chaque équipe du Super Bowl reçoit 108 ballons. 54 d'entre eux servent de ballons d'entraînement, et 54 autres sont utilisés pendant le match réel. La mi-temps habituelle d'un match de la NFL dure de 12 à 15 minutes. Mais la super mi-temps dure 20 à 30 minutes, selon le spectacle qui s'y déroule. La pièce qu'ils ont lancée à pile ou face lors du match 44 pour décider quelle équipe donnerait le coup d'envoi avait passé 11 jours dans un vaisseau spatial de la NASA en orbite autour de la Terre. Pour s'assurer que le jeu est toujours équitable, 7 officiels ayant des fonctions différentes doivent être présents sur le terrain. Tu peux les reconnaître grâce à leur chemise rayée noire et blanche. L'arbitre est le plus haut gradé d'entre eux et a le plus de responsabilités. Viennent ensuite l'umpire, le juge de fond, le chef des lignes, le juge de touche, le juge de ligne et le juge de terrain. C'est la ville de Miami qui a accueilli le plus d'éditions du Super Bowl avec 11 matchs. La deuxième place est occupée par la Nouvelle-Orléans avec 10 matchs. Le match a normalement lieu dans un climat chaud ou dans un stade couvert. La seule exception est le match qui a eu lieu au Tulane Stadium de la Nouvelle-Orléans, où la température à l'heure du match était de 4 degrés. Les Arizona Cardinals sont plus vieux que l'État qu'ils représentent. L'équipe a été fondée en 1898, et l'Arizona n'est officiellement devenu un État que 14 ans plus tard. L'équipe a aussi connu la plus longue période de l'histoire de la NFL où elle n'a pas gagné un seul match en post-saison. 51 ans. La NFL remet aux membres de l'équipe gagnante la fameuse bague du Super Bowl. Celle-ci n'a jamais été la même car les gagnants choisissent comment la personnaliser pour la rendre unique. Sa conception prend jusqu'à 4 mois.
La bague porte normalement le nom et le logo de l'équipe, le titre champion du monde ainsi que le logo et le numéro du Super Bowl. L'équipe peut remettre des exemplaires de la bague à qui elle veut, non seulement aux joueurs, mais aussi aux entraîneurs, aux formateurs, aux cadres, au personnel et aussi aux anciens joueurs et entraîneurs. C'est pourquoi le prix total de l'ensemble est d'environ 5 millions de dollars. La bague Super Bowl 45 des Green Bay Packers comportait plus de 100 diamants. 13 d'entre eux représentent chaque titre que l'équipe a remporté depuis 1929. Le football, que les Américains appellent soccer, est le sport le plus populaire au monde. C'est le sport national dans de nombreux pays et il est particulièrement important au Brésil et en Argentine. Les règles du jeu sont plutôt figées, mais il arrive qu'elles soient modifiées au fil des ans. Et certaines de ces règles sont tout simplement bizarres ou inattendues. Par exemple, une règle bien connue est qu'un joueur peut recevoir un carton jaune ou un carton rouge pour avoir commis une faute, ou tout ce que l'arbitre considère comme condamnable. Mais savais-tu que les entraîneurs peuvent aussi recevoir les fameux cartons ? Certains entraîneurs sont d'ailleurs connus pour leur excès sur le banc de touche. Les arbitres sont autorisés à leur donner un carton jaune ou même rouge s'ils dépassent les bornes. Ils manqueront généralement le match suivant et seront confinés dans les gradins, tandis que l'entraîneur adjoint prendra le relais. Il est même possible d'obtenir un carton rouge avant même qu'un match ne commence. Si un joueur décide d'agir avant le coup d'envoi, l'arbitre peut lui donner un carton rouge et l'équipe sera obligée de jouer tout le match avec seulement 10 joueurs. L'entraîneur doit soumettre la liste des 11 titulaires lorsque le match commence. Et si l'un d'eux reçoit un carton rouge, il ne peut pas être remplacé. Les joueurs ont donc intérêt à bien se comporter. Toutefois, un match est annulé si une équipe se retrouve avec 7 joueurs. Et cette équipe perd automatiquement par forfait. Cela peut se produire si plusieurs joueurs ont commis des fautes et ont reçu un carton rouge ou s'il y a eu des blessures. Il ne peut pas y avoir plus de 4 cartons rouges pendant un match, sinon le match devra être arrêté. Maintenant, que se passe-t-il si le gardien de but se blesse ? Dans ce cas, il faut faire entrer le gardien remplaçant. Et si ce dernier reçoit un carton rouge ou se blesse aussi ? Il n'y a pas d'autre gardien dans l'équipe. Donc, un des joueurs de champ devra prendre la place du gardien. Il devra porter des gants et faire appel à ses réflexes et aptitudes au plongeon pour garder son équipe au niveau. Les gardiens de but ne sont autorisés à garder le ballon que pendant 6 secondes après l'avoir sauvé ou récupéré. S'ils dépassent ce délai, l'arbitre peut leur donner un avertissement, considérant qu'ils ont joué la montre. Le gardien est le seul joueur autorisé à tenir le ballon avec les mains, mais uniquement dans sa surface de réparation. S'il touche ou attrape le ballon à l'extérieur, il peut recevoir un carton jaune ou être expulsé en fonction de la situation de jeu. Un gardien de but ne peut pas s'emparer du ballon avec ses mains si un joueur de son équipe lui a fait une passe au pied. S'il le fait quand même, l'action est considérée comme une faute. Le gardien doit recevoir la passe et jouer au pied comme les autres joueurs, en repassant le ballon ou en le dégageant. Cependant, si le gardien reçoit une passe en retrait de la tête ou de la poitrine, alors il peut saisir le ballon avec ses mains. Cela ne signifie pas non plus qu'un joueur peut préparer une passe en retrait en frappant le ballon en l'air et en le dirigeant ensuite de la tête pour que le gardien le récupère. Il peut recevoir un carton jaune pour cela. Si le gardien de but relâche le ballon après l'avoir attrapé ou tenu dans ses mains, il ne peut pas le reprendre. S'il le fait, l'arbitre accordera un coup franc à l'équipe adverse en dehors de la surface de réparation. Il y a des années, la surface de réparation était beaucoup plus petite que celle que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, les coups francs étaient très proches des cages. Et le mur humain qui le bloquait le faisait très bien. Il était presque impossible de marquer. Une autre règle insolite du football est que s'il n'y a pas de drapeau, alors le match ne peut pas commencer. L'une des seules fois où cela s'est produit, c'était lors de la Coupe du Monde 1974, au cours d'un match entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Les officiels avaient oublié de mettre les drapeaux et l'arbitre a donc dû retarder le coup d'envoi. Le staff a fini par ajouter les drapeaux et le match a pu commencer. Ce n'est que depuis récemment que les équipes peuvent remplacer 5 joueurs pendant un match. Pendant très longtemps, les entraîneurs ne pouvaient changer que 3 joueurs. Changer 5 joueurs implique une meilleure rotation de l'équipe pour les éventuels matchs à venir. Surtout si l'équipe participe à plusieurs compétitions en même temps. Toutefois, il y a eu une époque où les équipes n'étaient pas autorisées à remplacer des joueurs, même si l'un d'entre eux était blessé. Avant 1965, si une équipe avait 11 joueurs sur le terrain, il ne fallait pas s'attendre à du renfort de la part du banc. D'ailleurs, il n'y avait probablement pas de banc. Se faire remplacer n'est pas toujours bien accepté par les joueurs, surtout s'ils se sentent en forme. Mais si l'un d'eux refuse d'être remplacé, il ne se passe rien. On pourrait penser que l'arbitre peut lui mettre un carton. Mais non, le match reprend et le joueur reste sur le terrain.
Toutefois, même si la FIFA ne le pénalise pas, son club peut lui infliger une amende et il peut perdre une partie du respect de son équipe, de ses entraîneurs et des fans. Aucune règle ne stipule qu'il faut inscrire son nom au dos du maillot. Les joueurs peuvent mettre ceux qu'ils veulent tant que ce n'est pas offensant. Les footballeurs ont tendance à mettre des surnoms qu'ils ont eus quand ils étaient jeunes. Il est impossible de marquer un but directement à partir d'une touche. Lorsque le ballon sort des limites du terrain, les joueurs doivent le remettre en jeu à la main. Donc, si un joueur essaye d'être malin et de lancer le ballon directement dans les cages adverses, sans qu'aucun joueur ne le touche, l'action se soldera par un simple renvoi au 6 mètres. Si un joueur est sur le point de tirer un penalty et qu'il est face au gardien adverse, il a le droit de passer le ballon. Cela ne fonctionne que si une faute a lieu pendant le match, et non pendant la séance de tir au but à la fin de certains matchs nuls. Le joueur peut donc passer la balle à l'un de ses coéquipiers qui récoltera toute la gloire. Si un joueur marque 3 buts dans un match, on appelle cela un coup du chapeau, et ce joueur peut rapporter le ballon chez lui. Si un joueur marque 2 buts, il s'agit d'un doublé. Un joueur peut recevoir un carton jaune s'il enlève son maillot pour célébrer un but, ou à n'importe quel moment du match. Si un joueur marque un but et que celui-ci est refusé, mais que le joueur a enlevé son maillot pour le célébrer, il recevra quand même un carton. Si un ballon touche la main ou le bras d'un joueur à l'intérieur de la surface de réparation, y a-t-il toujours un penalty pour l'équipe adverse ? Non, pas nécessairement. Cela dépend de la situation de jeu et de l'endroit où la main est positionnée. Si un attaquant tire à l'intérieur de la surface de réparation et que le ballon touche involontairement le bras d'un défenseur, alors il n'a pas de penalty. Mais si le défenseur écarte les bras pour faire obstacle au ballon, alors il y a penalty. Une faute est toujours sujette à interprétation. Alors, comment l'arbitre sait quand distribuer un carton jaune ou rouge, quand siffler un simple coup franc ou quand laisser le jeu se poursuivre ? Voici quelques actions qui méritent à coup sûr un carton rouge. Un tacle glissé est une faute, sauf si le joueur parvient à toucher le ballon au lieu des jambes de l'adversaire, et le jeu peut alors continuer. En revanche, un tacle glissé avec les 2 jambes par derrière est automatiquement sanctionné par un carton rouge. De même, si un joueur donne un coup de pied dangereux à l'adversaire. Il est impossible de marquer un but contre son camp sur un coup franc. Si le joueur décide de faire une passe à son gardien et que, d'une manière ou d'une autre, le ballon entre dans le but ne sera pas accordé. Cela n'est vrai que si le seul joueur qui a touché le ballon est le tireur du coup franc.